Vidéo numéro 92, orbites allongées. Bonjour! Cette vidéo apporte un petit complément géométrique à la vidéo numéro 88 consacrée à la planète 9. Après avoir regardé la vidéo d'Arte sur le sujet, je me suis interrogé sur la façon dont on avait pu déterminer les orbites des objets transneptuniens très lointains comme Sedna. La question de savoir comment on peut deviner la forme d'une orbite dont on ne peut observer qu'une petite partie se pose naturellement, même si on n'est pas scientifique, et elle ne date pas d'hier. En effet, la découverte de Neptune n'a pas été le résultat du travail du seul Le Verrier. Pour imaginer l'existence de Neptune, il a fallu détecter une anomalie dans l'orbite d'Uranus, dont seule une petite partie était connue. Et comme souvent, le point de départ est le travail méticuleux d'une personne très compétente, dont l'histoire a à peine retenu le nom. Voir à ce sujet ma vidéo sur Gilles Personne de Roberval. Ici, ce sont les tables dressées par Alexis Bouvard qui ont fait découvrir une irrégularité dans l'orbite d'Uranus, alors qu'entre sa découverte par William Herschel en 1781 et l'édition des tables en 1821, Uranus n'avait même pas effectué un demi-tour sur son orbite, sa période étant de 84 ans. Rappelons que les orbites des planètes sont des ellipses situées dans le plan dit de l'écliptique, le point le plus proche du Soleil étant appelé périhélie et le point le plus lointain aphélie. Dans le cas de Sedna, elle a été découverte en 2003 grâce à sa proximité du périhélie, situé quand même à 76 unités astronomiques de nous, c'est-à-dire 76 fois plus loin que notre Soleil. Comment a-t-on pu, en l'observant pendant un temps relativement court, sachant que la période de Sedna est de plus de 11 000 ans, déterminer son excentricité? Celle-ci est estimée aujourd'hui à 0,852, ce qui porte son aphélie à plus de 950 unités astronomiques, environ 12 fois plus loin de nous. La même question se pose pour le planétoïde The Goblin, dont l'aphélie se situerait à 2300 unités astronomiques avec une excentricité de 0,936. On peut comprendre cela avec un petit calcul du niveau Matsup, que les allergiques au calcul peuvent sauter pour aller directement au résultat final et aux conclusions plus qualitatives qui en découlent. Comme nous allons le voir, si l'orbite est elliptique, très allongée et qu'on a la chance d'observer la planète près du périhélie, l'évaluation de sa distance et de sa vitesse suffisent à déterminer la forme de la trajectoire. Lorsque Sedna a été découverte, on pouvait penser que la seule force d'attraction importante était celle du Soleil. Lorsque c'est le cas, la trajectoire est une ellipse dont l'équation en coordonnées polaires, dans le plan de l'orbite, en prenant le centre du Soleil comme origine, est donnée par R égale P sur 1 moins E cosinus θ, où R est la distance au Soleil, P est le paramètre de l'ellipse et θ est l'angle polaire calculé à partir de l'axe centré sur le Soleil et dirigé vers le deuxième foyer de l'ellipse. L'excentricité, E, est un nombre compris entre 0 et 1, qui vaut 0 pour une orbite circulaire, et tend vers 1 lorsque l'orbite s'allonge indéfiniment et dégénère en parabole. L'accélération gravitationnelle exercée par le Soleil, petit a égale grand Gm sur r carré, est équilibrée par l'accélération centrifuge. Lorsqu'on se place au périhélie, cette dernière vaut v carré sur grand R, où v est la vitesse de la planète au périhélie, grand R est le rayon de courbure en ce point, et on peut montrer par des calculs élémentaires que grand R égale petit p, tandis que l'équation donne immédiatement petit r égale petit p divisé par 1 plus e. On obtient donc la relation v carré sur p égale v carré divisé par 1 plus e fois r égale grand Gm sur r carré, soit 1 plus e égale rv carré sur Gm. Comme e varie entre 0 et 1, on voit que petit r étant donné, v varie d'un facteur racine de 2. Il faut donc être très précis dans la mesure de v, qui varie dans le même sens que l'excentricité, donc minimale dans le cas d'un cercle et maximale dans le cas d'une parabole. À partir de E, on obtient l'aphélie grand D égale P sur 1 moins E. Tout calcul fait, on trouve à la fin pour l'aphélie la valeur grand D égale RS divisé par 2 moins S,
avec S égale RV carré sur GM, qui varie entre 1 et 2. Lorsque S tend vers 2, grand D devient infini et la trajectoire devient parabolique, le deuxième foyer s'éloignant à l'infini. Lorsqu'on n'est pas exactement au périhélie, et on ne le sait pas au départ, les formules restent approximativement vraies et permettent de rectifier le tir en déterminant le périhélie plus précisément. En quelques itérations, on peut savoir où on se trouve et finalement appliquer une formule plus générale si le périhélie tombe en dehors de la zone tabulée. Cela dit, l'affaire ne fait ici que commencer. La conclusion des calculs faits par les astronomes est que la forme très allongée des trajectoires ne correspond pas à la situation d'une seule force attractive d'origine solaire. Elle se réduit à la présence d'une planète lointaine de masse élevée. Dans ce cas, les orbites ne sont plus exactement des ellipses, et même ne sont plus calculables mathématiquement, car même en négligeant les interactions entre les transneptuniens, on tombe sur le problème dit des trois corps. À partir de là, c'est l'ordinateur qui a été mis à contribution pour essayer de localiser la planète en question, et on tombe dans le domaine de la simulation approchée. L'astronomie moderne est complètement tributaire des ordinateurs.